Donc bienvenue dans cette vidéo sur le calcul de la trajectoire d'un satellite. On n'a pas besoin de connaître tant de choses que ça. Alors ça peut être un petit peu long au niveau des calculs, mais il n'y a rien d'extraordinaire en tout cas, il faut être juste un peu patient. On commencera par réénoncer le principe fondamental de la dynamique de Newton. Ensuite on utilisera les coordonnées polaires. Je rappellerai même la dérivée d'un produit de fonction. Par la suite on va démontrer la constante de l'air, découvert à l'époque par Johann Kepler. On reviendra à quelques exemples d'ellipses et de paraboles et même d'hyperboles. Voilà, on y va. Donc le principe fondamental de la dynamique, c'est que la somme des forces est égale à la masse de votre système fois son accélération. On étudie donc un satellite qui est au-dessus de la Terre. On met les coordonnées donc M pour le satellite, O l'origine du repère, on le met au centre de la Terre. Au niveau de la somme des forces, c'est facile, on n'a que le poids du satellite qui va du point M au point O avec une certaine longueur qu'on définira un peu plus tard. J'ai besoin de repères fixes, donc I en horizontal, J en vertical. À ce moment-là, on a un angle θ qui va de l'horizontale au vecteur OM. La distance OM étant petit r. C'est ce qu'on appelle les coordonnées polaires. Donc au final, on a bien ce système-là, relativement simple, avec deux points, une seule force P et une longueur R et un angle θ. On a besoin de connaître la dérivée d'un produit de fonction. Donc on reprend la définition. La dérivée d'une fonction quelconque, donc c'est la différence des ordonnées sur la différence des abscisses, que je détaille ainsi. Donc je fais une différence dx par rapport à x, donc la différence des abscisses c'est juste dx, et en y, donc en ordonnée, on a u de x plus dx, voilà, fois v de x plus dx, lui aussi, moins u de x, v de x. Donc c'est la différence des ordonnées qui sont ici. Là, on a une petite astuce, c'est de ajouter u de x, v de x plus dx, et le retrancher. Je le retranche et je l'enlève, ça ne change rien. Donc les deux lignes sont complètement identiques. Mais ça va me permettre d'avoir ici v de x plus dx en facteur et ici u de x en facteur. Donc je les mets ici et j'ai plus que u de x plus dx moins u de x. Et ici, u de x est en facteur et j'ai v de x plus dx moins v de x. Et qu'est-ce qu'on remarque? En les mettant encore plus, voilà, en les sortant de la fraction, on remarque ici, voilà, vous devez reconnaître ce qu'on avait un peu là, c'est-à-dire ici la dérivée de u', ici quand dx tend vers 0, ça tend vers v de x, ici ça a changé, u de x, et cette dernière partie, c'est la même chose que ça, mais c'est pour v, la dérivée de v, v' de x. Donc on retrouve bien notre formule de départ, u'v plus uv'. Voilà, donc ça c'est acquis. On peut le mettre là. Je vais le garder en mémoire ici. Je rappelle notre système maintenant. Vous voyez que avoir des coordonnées IJ, ça ne va pas être très pratique. Le satellite, il reste toujours le long du vecteur UR, là, qui est le vecteur unitaire de O à M, et qui a un angle de θ par rapport à I. À ce moment-là, ce vecteur OM va s'écrire très simplement. Je vais avoir aussi besoin de son vecteur normal, son vecteur perpendiculaire, Uθ, qui a aussi une longueur 1. Dans cette nouvelle base polaire, j'ai donc le vecteur OM qui s'écrit très simplement R fois UR, on est d'accord, et on va pouvoir dériver, puisque ça c'est OM, le vecteur OM c'est le vecteur déplacement, on va dire, c'est position, et donc quand je dérive par rapport au temps,
ce vecteur position, je vais avoir la vitesse. Vitesse en vecteur, d'accord? Et je remplace donc mon vecteur OM par ce qui est écrit au-dessus, donc R fois UR. Et donc là, j'ai un produit de fonctions, parce que UR varie en fonction du temps, et R aussi. Ce qui me donne donc, par la démonstration qu'on a fait tout à l'heure, R fois la dérivée de UR, plus la dérivée de R fois UR. Je réécris en Go, je garde en mémoire, et je m'intéresse donc au premier, la dérivée de UR, donc la dérivée de ce vecteur-là par rapport au temps. Le vecteur UR, il a pour coordonnées cosinus θ I plus sinus θ J dans le vecteur fixe. Mais vous allez voir, on va vite trouver une simplification très intéressante. Donc, une fois que j'ai écrit ça, je peux dériver, puisque I et J ne dépendent pas du temps. Donc ça va être juste la dérivée de cosinus θ par rapport au temps, et pareil, la dérivée de sinus θ par rapport au temps. Je divise par dθ et je multiplie par dθ en même temps, ce qui ne change absolument rien, mais qui me permet ici d'avoir la dérivée de cosinus, et ici, la dérivée de θ par rapport au temps. C'est ce qu'on appelle aussi la dérivée de composée de fonctions. Je compose la fonction cosinus avec la fonction θ, qui, pour le coup, dépend du temps. Et à ce moment-là, on a bien toute cette dérivée-là. Pareil pour sinus. Donc la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, hein, c'est une fonction décroissante. dθ sur dt, on verra, et la dérivée de sinus, c'est tout simplement cosinus. On met dθ sur dt en facteur, donc la dérivée de θ par rapport au temps. J'ai moins sinus θ I plus cosinus θ J. La dérivée dθ sur dt par simplification d'écriture, je vais l'appeler juste θ point. Donc tout ce qui est en point pendant le reste de cette vidéo, c'est les dérivées par rapport au temps. Et on remarque que moins sinus θ I plus cosinus θ J, c'est égal à Uθ. On le voit ici, puisque j'ai θ ici, et que je fais une rotation de 90 degrés, donc le I devient J. Vous voyez qu'en tournant un petit peu la tête, Uθ, c'est égal à cosinus θ de J, qui est là, et puis on va dans l'ensemble posé de I, donc moins, et ça sera donc bien le côté opposé donc à θ, donc sinus θ de I. Donc vous avez bien Uθ. Donc ça c'est très pratique. La dérivée de UR, ça va être Uθ, θ point. Et la dérivée de Uθ, ça va être moins UR, puisque si je refais la dérivée de Uθ, ça va me donner une rotation de 90 degrés, et ça va donner moins UR. On verra ça plus tard. Et ça a complètement un rapport avec les complexes. J'ai remplacé ma première expression qui était la dérivée de UR en θ point Uθ. La dérivée de R par rapport au temps, ça va être juste R point, tout simplement. Et à partir de là, je vais pouvoir maintenant m'intéresser à la dérivée seconde de OM, c'est-à-dire la dérivée de V, ici, par rapport au temps, qui va me donner l'accélération. Et j'en ai besoin puisque on a une relation qu'on a gardée en mémoire entre le vecteur poids et l'accélération de mon satellite. Donc il faut que je calcule ça. Donc j'ai l'expression de V que je remplace ici dans la parenthèse. Et donc je vais dériver. Donc la première partie, c'est un produit de trois fonctions. Ici vous avez deux fonctions. Donc là on a dérivé de la première fois la deuxième, plus la première fois la dérivée de la seconde. Donc UR, on l'avait fait tout à l'heure, ça fait θ point Uθ, pas de souci. Pour le jaune. Pour le rouge, c'est trois fonctions qui sont multipliées, mais c'est le même développement, ça sera trois termes, avec, vous voyez ici, les deux premiers qui ne changent pas, on fait la dérivée de la dernière, plus la dérivée des premières, et avec la dernière qui ne change pas, puisque là on se retrouve sur le produit d'une fonction fois 2, enfin bref. C'est trois termes, et puis comme le dernier terme il ne change pas, parce qu'on l'a dérivé là, dans le premier terme, on le met en facteur directement. Donc je reprends ma ligne de calcul
précédente, hein, sans rien changer. Et on voit, bon, avant de simplifier ici, on voit qu'il faut recalculer donc la dérivée de uθ. Après, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si on dérive uθ de la même manière que UR, donc je réécris l'expression du uθ, je dérive, moins sinus θ, ça va faire moins cosinus θ. Le cosinus θ, ça va faire moins sinus θ. Je sors le θ point puisque c'est une composée de fonction. Donc la dérivée de uθ, c'est moins UR à un θ point près, puisque on a une rotation de 90 degrés, de la même manière que UR donnait uθ, uθ va donner moins UR. Donc on va pouvoir le remplacer ici. Et donc ici, j'ai moins θ point UR fois toujours Rθ point, donc il va se mettre au carré. J'ai les termes en UR et les termes en uθ que je vais pouvoir mettre ensemble. Ce qui va me donner ici R point point, donc la dérivée seconde du temps de R, moins R θ point au carré, ici, en fonction du UR. Pour uθ, j'ai R θ point point ici, et 2 fois R point θ point, là, en fonction du θ, que j'ai mis en jaune. Et donc tout ça, c'est égal à l'accélération. Je remets mon résultat précédent ici, et je vais pouvoir appliquer la loi fondamentale de la dynamique de Newton, puisque le poids, c'est égal, alors, ça a été défini donc par Newton, par la multiplication de la masse du satellite fois la masse de la Terre, fois la constante gravitationnelle, divisé par la distance au carré. Donc on a m fois mt fois grand G, divisé par la distance au carré, donc r carré. Le tout selon le vecteur UR, qui va vers le haut. Donc le poids étant dans le sens opposé, on doit bien mettre un signe moins. Et donc, par identification, ici j'ai un terme, donc même s'il y a un facteur près m, j'ai un terme en UR ici aussi, mais j'ai pas de terme en uθ pour le poids. Or, il y a égalité des vecteurs, donc cette partie ici de uθ doit nécessairement valoir 0. Donc j'ai r θ point, point plus 2 r point θ point qui vaut forcément 0. En les multipliant par r, j'ai donc r carré θ point point plus 2r r point θ point, toujours égal à 0. Et pourquoi on a multiplié par r? Pour remarquer que cette somme de deux termes n'est ni plus ni moins que la dérivée de r carré θ point. Si je dérive ça par rapport au temps, je vais avoir ici, vous voyez, le premier terme, j'y touche pas, donc r carré, et le deuxième terme, ça va être θ point devient θ point point. Et ensuite, on additionne avec la dérivée de la première fonction. Donc on a 2 r point, puisqu'on dérive par rapport au temps, et non pas par rapport à r. Hein. Si je dérive par rapport à r, j'ai 2r, mais si je dérive par rapport au temps, comme tout à l'heure pour le changement de variable avec θ, j'ai un r point qui sort. Donc j'ai 2r, r point, qui est la dérivée de r au carré par rapport au temps. Et j'ai θ point qui ne change pas. Donc ceci est bien la primitive de cela. Et comme sa dérivée est nulle, on a forcément cette fonction qui est une constante. Cette fonction, on l'appelle la constante de l'air, qui avait été trouvée par John Kepler au XVIIe siècle. Alors c'est déjà un résultat bien sûr très intéressant, mais surtout il va nous permettre par la suite de ne plus avoir de coordonnées en fonction du temps, mais en fonction de θ, puisque les trajectoires de satellites vont être plus intéressantes si on exprime r en fonction de θ que si on exprime r en fonction de t et puis θ en fonction de t. Enfin voilà, comme on pourrait le faire dans un exercice un peu classique. Là, on va pouvoir se servir de ça pour faire ce changement de variable et de passer de t à θ. Allez, donc on y va. On va reprendre notre calcul. Ici, donc, je divise le poids par m, et donc j'ai cette égalité. P sur m égale au vecteur A.
Je remplace par l'expression du poids. J'ai aussi l'expression de l'accélération, puisque la dernière partie est nulle, hein. J'ai juste l'égalité en fonction du vecteur UR, ce qui me donne au final ceci. Je vais simplifier par le gros signe moins là, qui est un petit peu moche. Et donc j'ai mtg sur r carré qui est égal à r θ point carré moins la dérivée seconde de r par rapport au temps. Ici, la constante, je vais l'appeler de l'air, hein, je vais l'appeler grand K. Donc on retiendra bien que grand K, c'est pas n'importe quoi, c'est la constante de l'air. À ce propos, si on est dans un cas de chute libre, si c'est pas un satellite, mais c'est juste une pierre qui tombe d'un immeuble, on n'a pas de θ point, puisqu'il n'y a pas de vitesse initiale, puisque ça c'est constant. Hein. Donc si on n'a pas donné d'impulsion au départ en vitesse radiale, c'est-à-dire un angle qui varie en fonction du temps, hein, si j'ai pas lancé un projectile, donc θ point vaudra 0, d'accord. Mettons que c'est juste une chute libre à la verticale, donc θ est constant, donc θ point vaut 0, et donc là, le K sera nul. Ici, on est dans un système de satellite où on part du principe que le satellite a été projeté hein, avec une vitesse initiale, et donc il a gardé ce θ point. Il y aura une variation en fait avec r carré qui fera varier un peu la vitesse du satellite, et on va essayer de trouver donc ce que c'est cette trajectoire, donc r en fonction de θ, comment elle varie en fonction de l'angle par rapport au centre de la Terre. Je rappelle donc la dérivée de R par rapport au temps. Donc c'est dr par rapport à dt. Et puis rebolote, hein, je mets dθ croisé là. Donc un autre changement de variable, puisque c'est ça qui m'intéresse, un dr fois dθ. dθ sur dt, bah, c'est toujours pareil à θ point. Et θ point, bah, je sais que c'est égal à grand K sur R carré. Je peux le remplacer. Donc, vous voyez, on va pouvoir faire ces petits changements de variables tout le long de la démonstration. Je continue avec la dérivée seconde que j'ai besoin ici. Hein. Donc je reprends mon R point et je redérive et de la même manière qu'on a fait ici, une fois par rapport à dθ et en rajoutant un θ point supplémentaire. Par souci d'écriture, le dr sur dθ, maintenant on va l'appeler R'. D'accord, hein, donc ne confondez pas les points, c'est par rapport au temps, et les primes, ça sera par rapport à θ. Donc ici, de la même manière que ça, dr sur dθ, j'écris R'. Donc on a R' fois K sur R carré, R' fois K sur R carré. Ils sont intégralement ici. Ici, θ point, je le remplace comme tout à l'heure par K sur R2. On voit qu'on va avoir le K qui va sortir ici, puisqu'il est constant. Donc je vais avoir K au carré fois R2. Et donc j'ai juste R' sur R carré à dériver par rapport au temps. Je reprends mon expression, ici ça n'a rien changé pour le premier, et dans le rouge, donc je dérive par rapport à θ un produit de fonction, encore une fois. Donc la dérivée de R' par rapport à θ, bah, ça va être R seconde, puisque c'est bien par rapport à θ, hein, donc R' devient R seconde, l'autre il ne change pas. Ici, je reprends R' et je fais la dérivée maintenant de 1 sur R2 par rapport à θ. Vous savez que 1 sur R2, la dérivée c'est moins 2 R' sur R cube. Je réécris ce qu'on vient de trouver ici hein, et je simplifie. Donc ici, il y a R carré qui se retrouve deux fois. Hein, je l'ai au cube carrément. Donc je peux le sortir. Le R carré devant devient R4. Et donc ici, j'ai R seconde. Et là, moins 2R' au carré, hein, deux fois, et il me restait un R. Donc j'ai bien cette expression que je reprends ici tout en haut. Et là, on a besoin de cette astuce pour pouvoir résoudre cette équation newtonienne. On va utiliser un changement de variable. On va non plus parler de R, mais on va prendre son inverse, c'est-à-dire 1 sur R, qu'on va appeler U. Et vous allez voir, grâce à ça, on va pouvoir vraiment simplifier toute cette expression-là. Si U c'est l'inverse de R, bah, U fois R c'est égal à 1. On dérive, donc j'ai U' R plus U R' comme la définition, et c'est égal à 0, puisqu'à dérivée de 1 c'est 0. Je redérive une deuxième fois, et là j'ai U seconde R
plus 2 fois U', R', plus U fois R seconde. Il suffit de le faire 2 fois avec les 2 fonctions qui sont là. Et c'est toujours égal à 0. Cette partie-là, en le divisant par R, je sais que U', ça va être égal à moins U R', le tout divisé par R, que je simplifie par, puisque U c'est 1 sur R, ça me reste juste moins R' sur R carré, d'où la dérivée de 1 sur R en fait. Voilà une autre façon de trouver la dérivée de 1 sur R. Ce qui me permet ici de remplacer U' par cette valeur, donc j'ai les premiers ne changent pas, et je le remplace ici, U' par R sur R carré, donc on a exactement ça, et puis le reste, ça ne bouge pas, c'est égal à 0. Je reprends mon petit calcul, je le place ici, pour pouvoir multiplier par R. Donc ici, j'obtiens R carré. Ici, j'obtiens non plus divisé par R carré, mais juste R. Et ici, j'ai un R en plus, toujours égal à 0. Pourquoi on fait ça? Déjà parce que ici, ça fait 1. C'est une première chose. Et puis surtout, cette partie-là, on remarque que ça vaut exactement cette partie ici. Donc, grâce à cette ligne, je sais que cette partie ici va être égale à l'opposé de U seconde R carré, donc c'est égal à moins U seconde R carré, et donc c'est directement ce qu'il y a dans cette parenthèse pour R seconde au tout début, et donc je vais pouvoir remplacer ici par moins U seconde R carré. Ça c'est pas mal, on le garde, et donc je simplifie les R carrés, et j'ai moins K2 sur R carré fois U seconde. Je reprends ma formule ici, intégralement. Je change rien sauf la fin, puisque là on vient de le trouver. Vous voyez, ça donne juste ça. Donc il y avait un moins R point point, donc ça fait plus K2 sur R2 U seconde. Ici je remplace mon θ point, qui est au carré, donc je vais avoir K2 sur R4. Voilà. J'ai plus besoin de ma formule de Newton, elle est intégralement ici. Je multiplie par R carré. On approche vraiment de la fin là. J'ai donc plus du tout de R carré ici. Ici, j'avais R fois divisé par R4, donc ça faisait R au cube en quotient. Donc je multiplie par R carré, il ne me reste plus que R. Et ici, j'ai plus de R carré. Je mets K2 en facteur, et donc j'ai 1 sur R plus U seconde. Et là, 1 sur R, vous avez reconnu, c'est exactement U. Et donc vous avez une équation hyper simple que je simplifie en divisant par K2, qui est la constante de l'air, donc qui est non nulle, puisqu'il a une vitesse initiale radiale, comme un boulet de canon en fait. Bref, c'était vraiment l'idée assez géniale de cet exercice, c'est de remplacer R par 1 sur U, et on a une équation différentielle hyper simple, où j'ai juste l'addition de U avec sa dérivée seconde par rapport à θ, qui vaudra une constante. Il n'y a plus qu'à résoudre. Donc, pour que ça fasse 0, forcément, c'est cosinus ou sinus, ou les deux, que je simplifie en mettant, le θ, c'est la variable, que je simplifie en mettant une constante ajoutée à θ. Donc ça, quand on développe, on a à la fois du cosinus et du sinus, à une constante près, que je ne connais pas. Enfin, je pourrais connaître en ayant plus de détails sur les conditions initiales. Pour l'instant, on laisse A. Et puis, bien sûr, comme c'est égal non pas à 0, mais à une constante, il suffit de la mettre, puisque la dérivée sera nulle. Donc, je n'aurai pas cette partie-là, et je l'ai bien dans la partie U. Donc voilà, ma solution complètement générale de cette équation différentielle de second ordre. Par souci de simplification, on n'est pas obligé de prendre un θ initial. À t égale 0, on prend l'axe horizontal, et donc on démarre à 0. Et donc on n'a plus que ça. Je rappelle que moi, c'est pas U qui m'intéresse, mais c'est quand même R qui est juste l'inverse de U. Donc je le remplace, j'obtiens 1 sur ce machin, que je multiplie
en haut et en bas par l'inverse de ce terme. Donc j'ai K2 sur MTG qui se retrouve en haut et en bas. Et là, on reconnaît, formidable, on reconnaît l'équation classique d'une conique, en l'occurrence le paramètre, donc qui vaut la partie qui est en haut, la constante de l'air au carré, sur la masse de la Terre fois la constante gravitationnelle. Le 1, très important, plus, alors ça peut être moins, mais bon là c'est plus, mais pas de problème, plus E, qui est l'excentricité, et donc ici dans notre exercice qui vaut le P fois une constante A, donc finalement on ne connaît pas, hein. On sait juste que en fonction de E, ça va nous donner des ellipses très différentes, hein, des ellipses, des paraboles. Donc c'est ce qu'on va voir pour cette vidéo. Je prends une excentricité voilà, très faible. Donc sachant que si je prends 0, hein, j'ai le cercle, hein, j'ai R θ qui vaudra que P de façon constante. Donc l'équation d'un cercle pur. Si j'ai un E maintenant qui est très petit, j'ai presque un cercle. Donc c'est ce qu'on voit ici avec 0, 1. Donc c'est un petit peu décalé. Et puis il passe toujours par le paramètre P ici, hein, 7. Et vous allez voir, toutes les courbes passent par ce point-là. On va augmenter progressivement le E. Voilà, donc j'ai maintenant E égale 0,5. Vous voyez que ça fait des ellipses de plus en plus excentrées. Après E 0,8. Quand j'arrive à E égale 1, j'ai carrément une parabole. Donc là, c'est, on va dire, divergent, mais c'est les comètes. Et ici, quand je dépasse E égale 1, par exemple si je prends 1,8, j'ai carrément les trajectoires des fusées qui quittent l'orbite de la Terre. Donc voilà la trajectoire des satellites qui échappent à la force de gravitation de la Terre, par exemple. Donc cette vidéo est finie. Merci beaucoup de l'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Là, vous avez vraiment un exercice très complet et avec un résultat très intéressant. Au revoir et à bientôt.